Ouais, Malik. Malik, Malik. Malik, Malik. 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 Alors Oh, c'est le boulot, les gars. Ouais, Je suis un peu pas le entreprise, dimanche, je travaille même le dimanche, moi, putain. C'est Alors là, je crois que celle-là, tu vas te la faire. Allez, on est prêts, on sort. Allez, wouhou! Bonjour, bienvenue dans le numéro 19 de Boulevard du Cinéma. Aujourd'hui, nous sommes avec Raphaël, Cher public, bonjour. Renaud, Chaud. la charmante Sandrine, Bonjour! Laurent Picard, Bonjour. le fan ultime de Yes, Monsieur Bruno Terrier et Monsieur Malik, Bonjour. qui a un très beau t-shirt. Punch Formidable. vidéo. C'est quoi? C'est un t-shirt de quoi ça? Punch vidéo, c'est un label de film pour adultes Ah, qui a été fourni suite à la sortie d'un magnifique bouquin, donc on va faire la promotion immédiatement, qui est Rayon X. Ah, d'accord. Voilà. C'est bien, il y a Sur des belles l'histoire photos, il y a des belles photos dedans. l'histoire du porno français D'accord. et qu'on peut acheter dans cette boutique, Metaluna le Store. Metaluna Store, et qui est sorti grâce à ce cher Guillaume, 16 de l'atelier d'image. Très bien. Ça a l'air d'être très intéressant. C'est On va commencer par Monsieur Raphaël. Oui, alors, donc, chronique musique pour ce 19e épisode de Boulevard du Cinéma. On va parler d'un grand compositeur qui a peut-être achevé sa carrière en 2019 avec l'épisode 9. Vous me voyez venir, c'est Star Wars. Et le compositeur en question, c'est John Williams, né en 1932. Alors, la chronique, on peut appeler John Williams, c'est un regard sur la musique de film hollywoodienne. Pourquoi ? Parce que John Williams, c'est l'un des noms les plus connus auprès du grand public avec Ennio Morricone et Hans Zimmer. Quoiqu'on ne sait pas si Hans Zimmer, on peut l'appeler un compositeur, est-ce qu'il fait de la musique, c'est ça. mais non, mais C'est non, un non. débat Ouais, qu'on il aura recommence. dans une émission ultérieure. Bref, blague à part, beaucoup de choses ont été dites sur John Williams, mais donc je vais me contenter de quelques faits et idées essentielles sur sa carrière. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que John Williams est l'un des seuls compositeurs qui retravaille ses œuvres pour le disque et pour le concert. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des seuls qui pense vraiment la musique de film comme musique à part entière. Ce qui fait que les œuvres retravaillées ensuite, cohérentes, assemblées de morceaux disparates dans les films, ou alors avec des pièces spécialement créées pour le disque ou pour le concert, eh bien, on peut bien entendu écouter les musiques en dehors de l'image. Savoir également qu'avec Steven Spielberg, eh bien, John Williams, c'est l'auteur d'une des collaborations les plus longues entre un réalisateur et un compositeur. C'est 27 films réalisés entre 1975 27, et vache. 2017. Donc quelques repères: Les Dents de la Mer en 1975, Jaws pour les fans de version originale, Rencontre du troisième type en 1977, les deux premiers Indiana Jones en 82 et 84, L'Empire du Soleil en 87, AI en 2001, et cette collaboration s'est achevée, en tout cas le dernier film de cette collaboration, c'est Pentagon Papers, The Paper, en 2017. La liste de Schindler, c'était lui La aussi. liste de Schindler. Oui. Alors en fait, John Williams est le compositeur quasi attitré de Steven Spielberg. Il n'y a eu que très peu d'infidélité à cette collaboration. La première, c'est La couleur pourpre, qui a été mise en musique par Quincy Jones et ses arrangeurs orchestrateurs, ce qui était tout à fait normal puisque Quincy Jones était
coproducteur du film, et c'était également un musicien noir américain, donc c'est un musicien noir américain, Quincy Jones. Le film traitant d'une partie de la culture nord-américaine, il était tout à fait normal que Quincy Jones signe la musique, c'était logique. Et puis il y a eu notamment le pont, dans Les Infidélités, il y a eu le Pont des Espions qui a été mis en musique par Thomas Newman. Et puis Twilight Zone, puisque donc la 4e dimension, le film, puisque c'est Steven Spielberg donc a travaillé là directement avec le compositeur Jerry Goldsmith, qui a mis en musique tous les sketchs qui composent le film. Mais ce que je vais développer dans cette chronique, c'est bien l'intelligence et la pertinence face à l'image de la démarche de John Williams. Tout d'abord, en parlant vraiment de ce qu'on peut considérer l'Everest dans la carrière de John Williams, qui commence en 1977 avec Star Wars, l'actuel épisode 4. On va parler de la Guerre des Étoiles, de la version originale. On ne va pas penser au remaniement fait par Lucas, fait par Disney. On va vraiment parler, pas tant du film, mais de la musique. Et puis cet Everest, on franchit un niveau avec Superman en 1978. Voilà. Et puis avec l'Empire contre-attaque en 1979. Pourquoi est-ce qu'on peut considérer, beaucoup d'ailleurs d'amateurs de John Williams et de musique de film, considèrent vraiment Star Wars et la période, on va dire 1977-1985, comme un âge d'or de la musique de film. En fait, un nouvel âge d'or. En 1977, Steven Spielberg recommande John Williams à George Lucas. À la base, Lucas voulait faire comme Kubrick dans 2001. Et là, je vois Laurent Picard, dont les poils se hérissent. 2001, Kubrick, 2001. En fait, voilà, Lucas, à la base, voulait avoir la même démarche, c'est-à-dire inclure une sélection de musique classique dans son film. Et Spielberg a dit à George Lucas, non, écoute, là, je connais un jeune compositeur un compositeur confirmé avec qui je viens de travailler, c'est John Williams, sur Jaws, Les Dents de la Mer. Et donc, Williams va entamer ce travail. Williams, il va rien inventer. Il s'est souvenu des grandes musiques de l'âge d'or hollywoodien. Et il va appliquer la technique similaire, c'est-à-dire utiliser ce que l'on appelle la technique du leitmotiv wagnérien. C'est quoi le leitmotiv wagnérien ? Tout simplement, ce sont des thèmes et des motifs mélodiques liés à des situations ou à des personnages, thèmes et motifs récurrents qui se croisent, s'entrecroisent, s'opposent, s'entrechoquent, se séparent, etc. etc. Star Wars, on peut considérer Star Wars comme le brouillon de cette technique. On remarque notamment la fameuse fanfare qui sera dans les 9 épisodes de la saga. Il y a également le thème de la force. Tu peux nous faire les thèmes à chaque fois Non, là ça va être un petit peu compliqué. Ah bon. Puis il risque de pleuvoir dans Metaluna, donc ça va carrément pas être top. Je t'aime moi non plus. Voilà, c'est ça. Donc le thème de la force qu'on entend notamment dans le final, le fameux morceau The Throne Room, qui est vraiment une des pièces majeures de la Guerre des Étoiles. Voilà, je ne vais pas tous les énumérer, c'est vraiment un brouillon. Avec Superman, on va monter d'un cran dans la complexité, dans la richesse thématique, mélodique. Superman, il y a la fameuse marche, mais il y a aussi tout le matériel pour Krypton. Il y a le thème romantique entre Superman et Lois Lane, etc., etc., etc. Il y a des motifs, par exemple dans Superman, le motif pour Lex Luthor et les méchants, Otis, etc. C'est une marche volontairement grotesque et comique. Et vraiment le pinacle, et ce que beaucoup considèrent comme le chef-d'œuvre de John Williams, c'est l'Empire contre-attaque en 1979. On aura en tête la fameuse marche impériale qui est devenue le thème de Dark Vador. Il y a aussi le très beau thème lyrique pour Yoda. Donc la thématique s'enrichit au fur et à mesure. Comme je le dis, Williams, il n'invente rien. Il reprend une technique déployée à Hollywood dans les années 30. L'un des premiers compositeurs qui a employé cette technique du leitmotiv wagnérien, c'est Max Steiner avec le premier King Kong en 1933. Et donc Williams, il s'est souvenu de ça. Et l'a modernisé bien entendu en 1977. Star Wars aura un impact énorme sur l'industrie hollywoodienne, puisque le film va cartonner comme l'on sait. La bande originale, c'est une des meilleures ventes de l'histoire de la musique de film, pas la meilleure c'est toujours La Fièvre du samedi soir, dans un registre totalement différent. Et en deuxième position, c'est Titanic.
On dira pas ta mère. Tu couperas en montage. Voilà. Donc, Star Wars. Était-ce bien nécessaire? Était-ce bien nécessaire? Désolé. Nous sommes. Voilà. Donc, Là, Laurent, tu aurais pu dire ça perd l'hypopète. Bachibouzouk. Ah bah voilà. Et donc impact énorme de la bande originale de Star Wars. Donc pour le disque, mais surtout auprès des studios hollywoodiens qui, chaque producteur, pour son film à grand spectacle, eh bien, voudra sa propre symphonie hollywoodienne. Ça fera éclore des nouveaux talents comme Howard Shore, James Horner, Michael Kamen, qui vont vraiment arriver dans les années 80 avec des grandes partitions symphoniques. Et Hans Zimmer aussi. Non, pas Hans Zimmer. Hans Zimmer, c'est fin des années 80 et c'est pas symphonique. En tout cas, Ok. si c'est pas forcément. Donc retourne faire Mais Zimmer. voilà, la question est-ce Zimmer, est-ce de la musique? Et puis avec Zimmer, tu peux retourner dans ta chambre. Voilà. Je vais lui faire la Ouais. Ah oui, oui, bien mais là d'affaires. je l'ai fait à l'antenne pour nos auditeurs, nos spectateurs. Donc voilà, un impact énorme de la musique de Star Wars pendant une dizaine d'années avant que des sonorités plus pop ne prennent le relais au milieu des années 80. Donc dans ces grandes symphonies, il ne faut pas voir que les grands thèmes. Si vous tendez l'oreille pendant que vous visionnez les films ou si vous écoutez les disques, par exemple, je vais vous présenter ce magnifique album, le Best of Star Wars. C'est sur donc la première trilogie, La Guerre des Étoiles, l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi, qui présente bien les thèmes essentiels de la saga. C'est une sélection, évidemment, c'est pas complet, hein, ce n'est qu'un best-of, mais très bien réalisé et dirigé par John Williams en personne, avec le très bon Skywalker Symphony Orchestra. Donc vous apercevrez bien déjà ça sera un aperçu vous aurez un aperçu, je vais montrer l'autre pochette qui est un peu plus sympa, on va la montrer à l'écran. Vous aurez vraiment un aperçu de la richesse mélodique et de la complexité du matériel orchestral. C'est complexe, mais ça reste encore accessible. Au fur et à mesure de la carrière de John Williams, ça va le devenir un petit peu moins. Je vais y revenir à la fin de la chronique. Là, c'est un premier exemple d'intelligence et de pertinence de la démarche de John Williams par rapport à l'image. Star Wars réclamait, Superman, l'Empire contre-attaque, ça réclamait une de musique de cette acabit, des musiques vraiment de grandes symphonies, complexes, mélodiques et très accessibles. Puisque quand on entend les principaux thèmes, ils sont facilement mémorisables. On retient la marche impériale, on retient le thème principal de Star Wars, etc., etc. Autre exemple de la pertinence de John Williams par rapport à l'image, exemple radicalement différent, Le Privé, The Long Goodbye, c'est un remake d'un classique des années 40, 50. Je me tourne vers mes collègues. Enfin, Je sais pas, Daniel est pas là, on peut pas répondre. avec Humphrey Bogart, si je ne m'abuse. Et donc là, c'est Elliot Gould qui prend le rôle de Philippe Marlowe. Un film réalisé par Robert Altman en 1973. Le Grand Sommeil alors. C'est The Long Goodbye. Non, c'est pas Le Grand Sommeil, c'est Le Privé en français. Non, mais le titre. C'est The Long Goodbye. Non, mais l'original avec Bogart, c'est le. Non, c'est The Long Goodbye. The Long Goodbye. Ah ouais. Voilà. Le privé, c'est en français. Donc, John Williams, d'abord, ça ne va pas être une musique de film traditionnelle, puisque ça va être une musique dite diégétique. Ça veut dire entendue dans des transistors, dans des bars, jouée par des groupes de musique, etc., etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est une musique monothématique. Qui va être déclinée sous forme instrumentale ou vocale sous différents arrangements. D'abord, beaucoup d'arrangements jazz en piano, trio ou petite formation, notamment avec le Dave Grusin trio et une version pour piano solo interprétée par John Williams en personne. Cette mélodie, vraiment extrêmement flexible, va également connaître d'autres arrangements, musique mexicaine, notamment un ensemble de mariachi, et John Williams va même s'amuser à faire un arrangement pour sitar lorsque Philippe Marlowe rencontre un groupe de hippies. Donc ça prouve vraiment déjà, il faut vraiment être assez doué et talentueux pour faire tous ces arrangements différents les uns des autres. Et d'autre part, un exemple vraiment de synchronisme parfait entre la musique et l'image, c'est les 10 premières minutes du film, l'ouverture, où la caméra se déplace d'appartement en appartement et on entend le thème, alors c'est sous forme jazz, mais qui alterne tantôt entre instrumental et partie vocale avec un chant masculin puis un chant masculin, chant féminin, chant masculin.
Et c'est vraiment un exemple parfait de synchronisme entre musique et image, et vraiment l'intelligence de la réalisation de Robert Altman couplée à la créativité de John Williams. Là, on a vraiment un exemple, ça fonctionne, ça marche, on a une mélodie qui est discrète, mais qui à force de revenir est très 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 entêtante. On est là dans une démarche totalement opposée à celle de Star Wars, 4 ans avant. Et la même année, John Williams aura mis en musique, en tout cas dans la même période, 1 an avant et 1 an après, il aura mis en musique l'aventure du Poséidon et la Tour Infernale. Donc on résume, John Williams c'est un grand symphoniste, même des fois, oui, mais il nous embête avec toutes ces notes, des musiques chargées. Non, le privé c'est un contre-exemple, c'est une musique pour petite formation et une musique très intelligente et très subtile. Donc voilà, ça fera taire quelques détracteurs, je l'espère. Notamment un exemple. Dans l'agriculture en ce moment. Voilà. Et donc un autre exemple, si on reste dans le symphonique, c'est la dichotomie, la même année en 1977, entre Star Wars et Rencontre du troisième type. Star Wars, le symphonisme opulent, wagnérien comme on l'a vu, et Rencontre du troisième type, à l'opposé, musique très dissonante, qui utilise beaucoup de références à la musique contemporaine. Voilà. Également, le fait marquant qui illustre les qualités de compositeur de John Williams comme compositeur pour l'image, c'est son adaptation aux transformations de l'industrie hollywoodienne. L'industrie hollywoodienne telle qu'on la connaît en 2020 n'est plus la même que celle des années 70, à tort ou à raison. Moi je pense plus à tort, mais ça c'est un vaste débat. Je trouve vraiment que le niveau global des films, particulièrement des superproductions américaines, est vraiment très 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 bas pour spectateurs peu exigeants. J'ai Marvel, j'ai rien dit, bref. Donc John Williams, il va s'adapter à ça. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, et ça on le perçoit dès le début des années 90, sa musique va se faire plus distante, moins accessible, plus intellectuelle, quelque part. Le modèle de symphonie wagnérienne, là on va l'entendre pour l'une des dernières fois sur le Hook de Steven Spielberg en 1991. Le film est quand même un gros ratage, mais la musique est quand même plutôt pas mal et essaye de sauver les meubles comme elle peut. Non, moi j'ai pas accroché du tout. Quoi qu'avec le capitaine, comme avec le capitaine, j'aurais pu accrocher. T'as pas eu de hook on a feeling ? Comment ? T'as pas eu de hook on a feeling ? Non, du tout. Voilà, donc et John Williams là en parallèle va moins travailler pour le cinéma. Il va rester fidèle à Steven Spielberg, mais il va plus se consacrer à la musique de concert, qui semble plus l'intéresser. Toutefois, la collaboration entre Williams et Spielberg va s'adapter au XXIe siècle, à l'an 2000, et l'une des dernières grandes œuvres de cette collaboration, il y a eu la Guerre des Mondes en 2005, mais 4 ans auparavant, il y a eu l'un des films les plus personnels de Steven Spielberg, que moi personnellement, non, c'est pas La liste de Schindler, c'est 93, c'est AI, Intelligence Artificielle, film qui a fait couler beaucoup d'encre, qu'on aime, qu'on déteste. Moi, je fais plutôt partie des personnes qui aiment bien ce film, qui n'avaient pas du tout aimé à la première vision. Puis à force, je l'ai vu, revu, et c'est un film qui va pas se livrer comme ça. Kubrick. Oui, Kubrick. Et effectivement, le film démarre quasiment comme un film de Stanley Kubrick, et puis au fur et à mesure de la narration, évolue comme un film de Steven Spielberg. Et John Williams va adopter la même démarche. Sa musique, dans les premières notes, est très abstraite. Elle fait référence aux minimalistes américains comme John Adams, et petit à petit, à mesure que le personnage s'humanise, on rappellera que le personnage principal c'est un robot, mais qui va s'humaniser. Donc la question qui est l'humain, qui est la machine, qui est l'homme, qui est le robot, reste au débat. Et donc, au fur et à mesure du récit, John Williams va petit à petit introduire son thème principal, sa mélodie centrale, qui va peu à peu prendre les commandes de toute la partition pour vraiment se développer pleinement lors d'un final voulu comme lyrique et émouvant, et qui va faire référence à Pinocchio, La Fée Bleue. Je vous laisse voir le film pour celles et ceux d'entre vous qui ne l'ont pas vu. La Fée Bleue, ouais. Voilà, donc à travers ces quelques exemples, on peut vraiment dire que John Williams est un compositeur majeur du cinéma hollywoodien, du cinéma tout court, et que c'est un compositeur majeur. Un compositeur, moi, que je place à l'égal des grands musiciens classiques,
Moi, je le place à l'égal de Beethoven, de Mozart, de Prokofiev. C'est différent. On aime ou pas sa musique. On va redire, je vais insister sur le fait que John Williams n'est pas qu'un compositeur symphonique, que ce n'est pas que le compositeur de Star Wars ou de Steven Spielberg. C'est quand même plus de quasiment 50 ans de carrière, qui a redémarré à la fin des années 50 et qui est encore, que l'on a connu encore aujourd'hui, que John Williams compose encore. Et donc, on peut entendre une de ses dernières musiques, c'est Star Wars épisode 9. C'est pas sa meilleure, c'est pas aussi flamboyant qu'il y a 40 ans, mais enfin, c'est quand même un grand exemple de qualité et de virtuosité hollywoodienne et de virtuosité musicale tout court. Donc, la musique de John Williams, dans son ensemble, s'avère intemporelle. Et qui dit musique intemporelle, ça, c'est vraiment la marque des plus grands. Très bien. Renaud. Oui, alors je voulais faire le point sur un événement que nous attendons tous avec impatience, qui est le Bloody Weekend, qui se passera du vendredi 22 au 24 mai. Donc dans le jury qui y aura cette année, il y aura Jean-Pierre Dionnet, Jennifer Blambine, Jennifer, non? Jennifer. Il y aura Laurence Harvey, il y aura Michael Bean, qu'on présente également, donc lui il sera président du jury. Tu peux nous rappeler qui c'est quand même? Alors c'est un acteur qui a joué John Connor dans le premier Terminator, il a une scène coupée au montage dans Terminator 2, on le retrouve également dans Abyss, on le retrouve aussi dans le film de Pan Cosmatos, le western Tombstone. Vous aurez également dans le jeu donc Caroline Munro et le réalisateur de Nécromantique, alors je vais essayer de dire son nom sans me tromper, c'est George Budgereit. Jorg Budgereit. À noter la présence des frères Bogdanov qui reviennent cette année. Ils étaient déjà venus il y a 2-3 ans. Donc on aura le plaisir de les voir, je pense, pour une journée. Juste après, il y a un autre festival à côté, le festival de Menton. De Menton, oui, pour les régulièrement. Bogdanov. C'est très drôle. Moi, j'adore. Pardon. Je voulais noter que pendant le festival sera projeté un court-métrage de Melvin Z qui s'appelle Archaeologist of the Westland. Super documentaire qu'on a pu voir hier. Oui, on a eu la chance de le découvrir. Il a tourné, Melvin, donc entre août et septembre 2015. Donc, ça parle de Mad Max. Ce n'est pas sur le tournage de Mad Max, c'est sur le tournage d'un fan de Mad Max, un Anglais, qui a pris toute sa famille avec lui. Il a déménagé en Australie, où il a ouvert un musée, le musée Mad Max, absolument unique au monde, avec des pièces du film, du premier, du deuxième film. Un vrai passionné qui cherche encore maintenant tout ce qui peut se rapporter au film, que ce soit des voitures, des bouts de voitures, des costumes. Il retourne sur les lieux de tournage, et là quasiment, j'ai pas besoin de micro, j'ai un micro là. Ah oui, c'est vrai. En fait, il va carrément sur les lieux de tournage et comme un archéologue, il creuse à la recherche de pièces, de voitures, de vieilles carcasses. D'où le titre du film d'ailleurs. Et tout ça se trouve dans ce musée vraiment exceptionnel. Voilà. Donc franchement, le documentaire est vraiment très très bien. On lui souhaite un bon succès. N'hésitez pas à aller le voir au Bloody Weekend. Je sais qu'il va être projeté à Nantes fin mars. Et si vous avez un festival près de chez vous qui le diffuse, n'hésitez pas à aller le voir, vous ne le regretterez pas. Et normalement, il devrait sortir sur support physique à la rentrée. Vers septembre. Il n'est pas prévu de diffusion télé, même si je trouve vraiment que ça le mériterait. Je pense à Paris Première, qui serait la chaîne idéale pour le diffuser. Voilà. Alors, oui, Sandrine. Oui, c'est moi. Alors. Eh bien, j'allais vous proposer une petite balade en forêt. Non. Ramasser des champignons? Ouais. Quel type de champignons? Aucun. En fait, non. J'ai décidé de faire un voyage dans le temps et de retourner, de regarder à nouveau les yeux de la forêt. Vous vous souvenez des yeux de la forêt? Oui. Je me souviens, elle nous a quittés il n'y a pas longtemps. Marie Laforêt, oui. Marie Laforêt, oui. Super il faisait un petit moment que ça me trottait en tête en me disant tiens, j'ai envie de revoir les yeux de la forêt, et j'en viens déjà à une première conclusion, c'est qu'il y a certains films, il ne faut pas les revoir. Ah. Voilà. Parce que, vous verrez plus tard, un petit peu plus loin dans la chronique, les yeux de la forêt, The Watcher in the Woods. Voilà. Donc, en fait, pour placer un petit peu les choses dans leur contexte, il y a au moment où les yeux de la forêt vont sortir, c'est sorti donc chez Disney, c'est quand Disney... Alors, les studios Disney ne vont pas forcément bien depuis
milieu années 70, années 80, les gens boudent Disney. Enfin, on va dire le jeune public, les adolescents, pré-ados, ne vont plus du tout voir Disney. Ça les intéresse pas. C'est synonyme de ringardise, de has-been. Et du coup, Disney est un petit peu à la traîne, en fait. Il faut dire que depuis la mort de Walt Disney en 66, on va pas dire que les studios prennent forcément des bonnes décisions. Ils sont vraiment, vraiment à la traîne. Et vient donc l'idée, ils sortent déjà plusieurs films, je vais y arriver. Et en 79, par exemple, ils sortent The Black Hole, le trou noir, qui va finir par être un gouffre, en fait, on va dire ça comme ça. Bien. Moi, je la prépare, ça fait 15 jours que je la prépare, celle-là, les gars, je vous le dis tout de suite. J'apprécie. Donc voilà. Et donc, en fait, Disney essaye de faire revenir le jeune le public adolescent, le public adulte. Et en fait, ils vont essayer de faire quelques films pour faire revenir ce public-là. Et c'est un peu compliqué parce qu'ils font face justement à des films comme La Guerre des Étoiles, comme Les Dents de la Mer, L'Exorciste, etc. Donc ces films-là mettent vraiment à mal les studios Disney parce que les gens ont plus tendance à aller voir ces films-là que d'aller voir des princesses qui perdent leur godasse, des nains ou qui mangent des pommes, enfin voilà. Et donc ils vont... C'est comme ça que je résume Disney. De toute façon, c'est quand il entend nain. Voilà. Très bien résumé. Voilà. De toute façon, je vous le dis tout de suite, Disney, moi, on n'est pas complètement potes. Donc voilà. Et donc ils vont déjà, en 79, pour dire à quel point ils prennent vraiment des mauvaises décisions, ils vont faire donc le trou noir. Ouais, j'adore, moi. Voilà. Et donc le trou noir, donc, qui a été un gouffre. Il est fan Le trou noir, en fait, ils vont essayer de faire, entre guillemets, concurrence à La Guerre des Étoiles, qui est sortie en 77, la meilleure année. Et en fait, le film, dès qu'il sort, il est déjà considéré comme kitsch. En fait, on va dire ça comme ça. Mais on va dire que c'est la dèche. Ça marche pas. Et là, il y a Tom Leach, qui est coproducteur sur Les Yeux de la Forêt. Il vient de finir le roman de Florence Engel Randall, c'est The Watcher in the Wood. Et là, il se dit, on tient quelque chose. Donc, il va voir Ron Miller, qui est donc le gendre de Walt Disney et qui a repris la direction des studios Disney. Et là, il lui dit, tu sais quoi ? Il lui dit pas comme ça, tu sais quoi, mais il lui dit... Wesh, tu sais quoi ? En fait, il dit, je viens de finir ce roman, on tient quelque chose, et il va pousser le bouchon jusqu'à dire, on tient le nouvel Exorciste. Walt Disney, les studios Disney, on va faire un nouvel Exorciste. Que tu dis ? Donc, ça commence plutôt pas mal, on va dire. Au niveau de la réalisation, alors désolé pour la prononciation, ils font appel à John Hughes. C'est bien John Hughes. J'ai toujours du mal à dire. Voilà. Donc le gars, vous le connaissez un petit peu quand même. Il a déjà bossé pour la Hammer. Il a déjà bossé avec Disney, La Montagne ensorcelée, Les Visiteurs d'un autre monde, Les Sévices de Dracula, La Maison des damnés, Incubus et American Gothic. Ouais. Incubus avec Entre John Cassavetes, voilà. qui va bientôt sortir en Blu-ray. Incubus. Oui, chez Rimini. Oui. Et donc en fait, avec toutes ces références, Incubus est sorti bien après Les Yeux de la Forêt, mais voilà, ce gars, il a quand même déjà le savoir-faire et il saura faire le job, voilà. Et c'était la petite dédicace à Bruno. Et puis au niveau distribution, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal aussi. Ils font appel quand même à des figures de l'époque, par exemple David McCallum, par exemple, qu'on connaît par les agents très spéciaux, l'homme invisible. Et pour ceux qui connaissent pas David McCallum, c'est Ducky dans McCallum, c'est Ducky dans NCIS. Voilà, c'était pour la petite référence au passage. Et puis, comme je vous disais, le meilleur pour la fin, Bette Davis. Alors je trouve que c'est plutôt sympa de demander à Bette Davis de jouer dans Les Yeux de la Forêt. Voilà. Et son regard dans Les Yeux de la Forêt sera très important aussi, parce que elle a toujours ce regard, en fait. Et donc, Bette Davis, elle va jouer le rôle de Madame Haywood, qui est une dame un petit peu excentrique, très inquiétante, on va dire, un peu aigrie, un peu beaucoup, et qui vit dans le souvenir de sa fille, Karen, disparue 30 ans plus tôt, au cours d'une cérémonie un petit peu ésotérique, un peu, on va dire, zarbi, ésotérique, un peu, voilà. Et elle vit dans ce souvenir, et on sent vraiment qu'elle a un petit peu la douleur en elle, et je vous en parle un peu plus tard. Attention, la douleur en elle. La douleur en Avec elle. le trou noir, là, ça commence à... C'est le trou noir. Voilà.
Et donc, en fait, niveau distri, on est bien aussi. En fait, tout va bien. Donc, on dit que Disney essaye de s'assurer quand même une... Vous êtes dur, hein. Bon. Ouais, d'accord. Comme celle de Daniel. Ouais. Et donc... Attendez, je reprends mes notes. Voilà. Et non, on ne lit pas les notes. Et donc, en fait, pour le pitch, est-ce que vous connaissez un peu l'histoire quand même de Watcher in the Wood? Non. Donc, en gros, David McCallum joue le rôle d'un compositeur et il cherche à déménager dans un endroit calme avec sa famille pour pouvoir composer tranquille, vivre tranquille. Et ils vont louer le manoir où vit Madame Halewood, donc qui est jouée par Bette Davis. Et dès les premières secondes, on sent qu'il y a un truc. La grande sœur, la petite sœur ressentent des choses et voient des choses. Et voilà. Et donc du coup, je perds un peu le fil. Bette Davis, quand elle voit Yann, elle a un petit peu elle bloque un peu sur la gamine parce qu'elle voit en Yann le sosie presque parfait de Karen, donc je vous disais qui a disparu 30 ans plus tôt au cours donc d'une cérémonie un peu mystique. Et donc ils emménagent et les phénomènes paranormaux ne se font pas attendre et ils vont surtout être concentrés sur Yann, la grande sœur, et sur Ellie. Donc voilà pour l'histoire. Au niveau des personnages, comme je vous le disais, il y a donc la famille, le père, la mère, Ellie, la petite sœur, Yann, la grande sœur, Madame Halewood, et il y a surtout cette forêt. La forêt, ou ce qu'il y a dans la forêt. Et la forêt est un personnage à part entière, sans grande surprise, qui s'anime, qui surtout est particulièrement inquiétante. Enfin, on essaye de la rendre inquiétante. Parce qu'elle a ce côté assez dense, elle entoure, elle encercle, et elle a un côté un peu stalker. On voit par certains effets de caméra où en fait, c'est un peu, je sais pas, comme ça, vous arrivez, vous regardez par la fenêtre, ça vous arrive de regarder vos voisins, par exemple, sûr, voilà, des tranches de vide et comme ça. Les voisines, c'est mieux. Hein, et bah, c'est la forêt, et c'est la forêt qui regarde, en fait. Donc, à la base, c'était censé faire flipper, mais voilà. Et ouais, moi c'est mes voisins qui flippent. Ouais. Et donc il y a aussi cette forêt qui manipule aussi et qui prend en otage. Parce que je sais pas si pour ceux qui ont vu le film, vous vous souvenez, au moment où la mère et les deux filles essayent de fuir, et en fait le pont se crache comme pour mieux les garder en elles, en fait, quoi. Donc elles peuvent pas s'enfuir. Donc on dit que le tournage se passe tant bien que mal, et on va voir que le film a souffert de mauvaises décisions. Mais vraiment, c'est des décisions, enfin, voilà, en dépit du bon sens, on va dire. Donc, forcément, après un tournage, il y a une sortie. Et là, ils se disent, tiens, ça serait quand même plutôt sympa qu'on fasse une avant-première qui coïncide avec les 50 ans de carrière de Bette Davis. Et ben, comme cadeau, c'est pas un bon cadeau. Le cadeau empoisonné. Donc, ils organisent une avant-première au Ziegfeld Theater de New York. Ils font venir les critiques, ils font venir le public. Sauf que, organiser une avant-première sans que le film soit terminé, c'est logique. Le film n'était pas terminé. Alors, il y avait un gros souci, c'est qu'il n'y avait pas de fin. C'est con. Et ils se disent, c'est pas grave. Alors, il n'y avait pas de fin pour une bonne raison, c'est que les effets spéciaux n'étaient pas terminés. Et eux, ils se disent, bon, c'est pas grave, on va inventer une autre fin, on va faire une autre fin, on va présenter cette fin-là, et puis après, c'est pas grave, on mettra la fin originale, en fait, celle qu'on avait pensée au début. Donc, ils sortent le film pour l'avant-première, les critiques le matent, les spectateurs le matent, et là, ils voient la fin. Et ils se disent, non, c'est pas possible. Enfin, ils voient pas que la fin, ils voient tout le film. Et en fait, ils le matent et c'est un échec. C'est mat, ouais, c'est maté, ouais, c'est échec et mat, en fait. Non, c'est mon côté grenoblois qui remonte. Ils voient. Ils voient. Sauf Gilbert Montagnier. Tuez-moi. C'est là que tu coupes. Tuez-moi. Il est marié dans la forêt. Et donc, alors je parle quand même de l'avant-première, et c'est encore un échec, sans dire que le trou noir c'est un échec, mais là, Les Yeux de la forêt, c'est encore un échec.
Les critiques sont assassines et ils se retrouvent, on va dire, le cul dans l'eau en se disant qu'est-ce qu'on va faire. Et ils décident de pas retourner le film, en fait, ils vont jarter John Hoop. Ils vont le jarter. En fait, alors, pour un souci de planning, il ne pourra pas reprendre le tournage des Yeux de la forêt et ils vont demander donc à Vincent McEvity de reprendre le tournage et il ne sera pas crédité au film, au générique. Ils vont changer le début du film, ils vont changer surtout la fin du film. Et McEvity va essayer de construire un film un peu plus mystérieux. Ils vont revoir le montage, et ça aussi, c'est une mauvaise décision. Parce qu'en fait, au niveau du montage, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que le film qui faisait 100 minutes va plus qu'en faire 87. C'est chiant. Parce qu'en fait, quand vous regardez le film, et là on les a revisionné dernièrement, il est vrai qu'il y a des choses, ça va pas du tout. En fait, Yann et sa famille emménagent 2 minutes plus tard, elle a déjà un copain. Elle sort déjà avec un gonze, avec son... Voilà. C'est encore plus efficace que Tinder. C'est normal, non ? Alors là, non, mais en fait, ils nous sortent un gars, on sait pas d'où il vient. Donc, voilà. Et la gamine, elle trouve son petit chiot qu'elle va appeler Nérac. Et en fait, on sait même pas d'où elle sort le chiot. Franchement, il y a que des trucs comme ça. C'est, elle a un copain. Tiens, elle a un chien. Ah ouais, ok. C'est trop... Ça sera bâclé, en fait. Ça donnera l'effet de quelque chose de bâclé, en fait. Et Nérac... Là où encore Disney est hyper original, Nérac, ça vous fait penser à quelque chose ? Red Room. Voilà. Ça aussi, ça a un côté un petit peu Shining. On se dit, tiens, Shining, c'est cool, mais on va faire pareil. Voilà. Donc, il n'y a que des trucs qui font que le film, finalement, se passe. Même les jumpscares, il n'y en a pas. Enfin, la vitre qui éclate, on le savait d'avance. En fait, il n'y a aucune surprise. Aucune surprise. Jusque dans la fin, où en fait, la fin... Peut-être que le film est sympa, ça monte un petit peu, c'est comme un soufflet, mais ça retombe aussi sec. Et donc le film va vraiment souffrir de toutes ces mauvaises décisions, en fait. Il va sortir tant bien que mal, sauf qu'au lieu de sortir en 1980, il va sortir en 81, et en France, il va sortir en 82, le 15 septembre 82. Et pour ceux qui ont le DVD, en fait, je vais finir pratiquement là, c'est que dans le DVD, vous avez donc l'histoire originelle qui a été faite finalement par McVitie, et il y a 2 fins alternatives. Donc les fins alternatives, c'est celle de 6 minutes, c'est celle qui a été présentée pour l'avant-première, et celle de 13 minutes, celle qui avait été pensée à l'origine par John Hoog. Voilà. Et en fait, c'est pas cette vraie fin, c'est John Hoog qu'il a monté lui-même en fait pour le DVD. Donc voilà. Et donc en fait, c'est vrai qu'en l'ayant regardé avec des yeux un peu plus adultes, c'est un film que j'ai trouvé un peu décevant finalement. Il reste culte parce que c'est un film de jeunesse, mais c'est un film qui finalement aurait pu être il aurait pu être génial, vraiment. Parce qu'en plus, moi ce que je trouve vraiment chiant dans l'histoire, c'est qu'ils veulent faire flipper les gens. Mais finalement, même au niveau du scénar, le scénar a été réécrit plusieurs fois. C'est Brian Clément qui s'occupait du scénar, et à chaque fois qu'il proposait quelque chose, on me dit « Non, tu sais quoi, c'est trop glauque. » Bah ouais, mais attends, tu veux faire flipper ou tu veux pas faire flipper ? Et donc finalement, au bout du compte, ils ont fait quelque chose de, comme un petit peu Disney a tendance à faire, quelque chose d'aseptisé. On va te faire flipper, mais pas trop. Pas trop. Voilà, c'est 3 pas en avant, mais 4, 5, 6 en arrière, en fait. Monsieur Malik. Monsieur Jean-Paul. Alors, tu as fait un grand festival récemment ? Oui, comme tous les ans, je suis allé au Festival du film fantastique de Gérardmer, qui a eu lieu cette année, donc du 29 janvier au 2 février de cette année, pour le site Omagor. Et j'ai pu voir pas mal de films, compétition hors compète. Bon, là, je vais plutôt parler de ce que j'ai vu en compétition et qui m'a plu, parce que dans tous les festivals, on a... Donc je te file le catalogue. Il y a un beau catalogue en plus. Un beau programme qui est remis tous les ans aux festivaliers, qui est plutôt pas mal. Donc j'ai vu 17 films, des bons, des moyens et des moins bons. On va parler des bons. Voilà, on va parler des bons. Qui sont... Oui, on peut dire nombreux, mais je vais plutôt me focaliser sur juste vraiment les titres qu'on va plus ou moins avoir en sortie chez nous. Donc je vais commencer par One Be Our The Apartment de David Marmour,
qui est un film plutôt pas mal. À l'image, on pourrait penser à une production de chez Vice. En fait, l'histoire, pour faire court, c'est une jeune fille qui s'appelle Sarah, qui cherche un peu à échapper au cocon familial et à s'installer à Hollywood. C'est très difficile de trouver un appartement. Elle se positionne donc sur un bien qu'elle visite dans une petite résidence privée, et par un concours des circonstances, il se retrouve qu'elle arrive à avoir ce bien. Donc elle s'installe, et là, c'est la fête, un voisinage au top, petite fête tout le temps, etc. Elle est un peu ennuyée par des bruits qui l'empêchent de dormir, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais malheureusement, au moment où elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elle se retrouve prise au piège d'une situation qui fait que soit elle doit subir, soit elle doit chercher à s'en sortir. Et il y a tout un déroulé par rapport à ça. Difficile d'en parler sans spoiler, donc du coup... c'est un film qui cherche un distributeur qui, je pense, se manifestera, puisque c'est un film qui a eu un prix au festival, qui a eu le prix du public, voilà, je cherchais mes mots, à la surprise du coup du réalisateur, du producteur que j'ai rencontré sur place et qui était très sympa, qui m'ont expliqué qu'ils étaient, pour eux, ils venaient juste pour le présenter, mais qu'ils n'allaient pas repartir avec un prix, donc ils ont été... très très surpris. Après, j'ai vu Blood Quantum, donc qui est juste à côté, oui. Qui est un film qui se passe dans une réserve indienne, une réserve Micmac. C'est une espèce de mélange entre The Walking Dead et Zombieland. En gros, ça se passe dans une réserve. Il y a des phénomènes étranges où des animaux morts reviennent à la vie. Et du coup, on se retrouve dans un délire Walking Dead où il y a carrément du zombie. Puis c'est vraiment... En fait, pour le coup, ce film a divisé beaucoup au niveau du festival. Beaucoup l'ont trouvé extrêmement mauvais. D'autres l'ont trouvé rigolo. Moi, j'ai trouvé que c'est un film de festival. Voilà, dans le sens où c'est péchu, c'est péchu. C'est gore, vraiment, au sens propre du terme. Ça y va, quoi. Ça envoie du bois. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un film comme ça en festival. Et j'avoue que c'était plutôt plaisant. Ça révolutionne rien, ça n'invente rien, mais c'était plutôt sympathique. Juste un truc, parce que ça me fait penser aux yeux de la forêt qui n'envoyaient pas du bois, mais là ça fait plaisir de voir un qui envoie du bois, comme tu dis. Oui, tout à fait. Donc Laurent anime tous vos séminaires, mariages, bar mitzvah, baptême, soirée, festinière et tutti quanti, et un point c'est tout, et point de force, et surtout festinière, tout à fait. Oui, tout à fait. Polyvalent. Un festival. Et un festival de fistules. Mais j'ai surtout vu le film qui a remporté tous les prix, c'est Sainte Maud. Alors Sainte Maud, c'est un film qui a eu 4 prix. Il a eu le Grand Prix, il a eu le prix de la musique originale, il a eu le prix de la critique, et il a eu surtout le prix du jury jeune. Ça a été une grosse surprise, le prix du jury jeune. J'étais très très étonné qu'il valide un film aussi fort et aussi mature. Donc c'est un film qui a été réalisé par une jeune réalisatrice anglaise qui s'appelle Rose Glass. C'est son premier film, c'est son premier long. Elle a fait quelques courts-métrages antérieurement. Et en gros, donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Maud, qui est une infirmière à domicile, qui fait des soins, et qui se retrouve à s'occuper d'une ancienne danseuse qui a une vie un peu dissolue. Et du coup, cette danseuse est fragilisée par une maladie qui l'oblige à rester chez elle, donc quelque chose de plutôt conséquent, qui nécessite des soins plutôt lourds. Et donc, c'est la relation entre ces deux femmes, une qui est Maud, qui est plutôt pieuse et très religieuse, et à l'opposé, donc Amanda, qui a une vie dissolue, qui a une sexualité plutôt variée, qui est bisexuelle et qui aime s'amuser, boire et compagnie. Et donc du coup, il y a le rapprochement entre ces deux femmes, et Maud, en fait, s'attache à cette femme de par son côté religieux. Elle est persuadée de voir Dieu, et elle est persuadée qu'elle est envoyée chez cette femme pour lui faire trouver le chemin de la rédemption et de lui sauver son âme. Donc je peux pas en dire plus, parce que pour le coup, il y a vraiment plusieurs sens de lecture dans ce film. Le film va sortir bientôt. Le film va sortir bientôt, oui, le 24 juin 2020. Oui. Et là, pour le coup, c'est A24 qui sort ce film. Et là, ils ont vraiment eu le nez creux. Et ils sont pas à leur premier coup d'essai qui s'est soldé par une réussite. On pense notamment à Hérédité, The Witch, Midsommar. Ouais. Que des cartons, que des gros films, des bons films, des très bons films même, qui ont permis de redonner leur lettre de noblesse au cinéma d'épouvante. Parce que je ne vais pas parler d'horrifique, parce que c'est pas du tout horrifique, c'est plus de l'épouvante que de l'horreur. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? J'ai vu Sea Fever, une coproduction Islande, Suède, Belgique. Voilà, Sea Fever, qui est ici. Donc de Nissa Hardman. Bon,
petit film sympathique où on a une petite étudiante en biologie qui doit faire une petite étude, un petit devoir, on va dire, et elle part en vadrouille sur un petit chalutier un peu pourri. Ça reste très cliché sur les légendes urbaines, enfin sur les légendes par rapport au bateau, puisque c'est une jeune femme, elle est rousse. Donc évidemment, elle embarque sur un bateau. Donc une jeune femme rousse sur un bateau, c'est un mauvais présage dans la mythologie en fait des marins. Donc du coup, il voit que c'est une jeune femme, il voit qu'elle est rousse, donc elle est obligée de se mettre un peu à part pour pas non plus provoquer des tensions. Le bateau est immobilisé suite à la découverte d'une source de vie aquatique inconnue qui en fait va donc bloquer ce bateau. On va avoir après, et je spoil pas puisque c'est bien indiqué dans le résumé, une histoire d'infection qui va prendre part sur le bateau, et donc du coup cette jeune fille va devoir rompre l'isolement, se souder avec les différents membres de l'équipage pour trouver une solution à leur problématique. Si on veut résumer le film, c'est une espèce de mélange entre Abyss, The Bay. Ça se regarde. Le seul reproche que je peux faire à ce film, c'est que ça démarre pas mal, et après en fait c'est comme un ballon de baudruche qu'on va dégonfler tout doucement, puis il va se vider de son air, et puis ça retombe en fait à plat sur la fin. Ce qui est dommage, ça aurait pu être bien. Pour moi, c'est juste regardable. Après, qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? J'ai vu Snatchers. Snatchers, c'est qui en vente ici d'ailleurs en import en Blu-ray. Bon, c'est le film d'ado, un peu, je vais pas dire bas du front. Enfin, c'est les clichés. C'est la nana qui sort avec le gars le plus populaire du lycée, qui le retrouve à la rentrée. Ils couchent ensemble. Bon. Miracle de la vie, elle se retrouve enceinte en une nuit. Enceinte de quoi ? On le saura après. Enceinte-ifi peut-être ? En Wi-Fi, oui. Enceinte Wi-Fi, oui, tout à fait, voilà. D'une espèce d'entité un peu bizarroïde. Comme Renault, quoi. Voilà, tout à fait. Voilà, et pas Peugeot. Et donc, du coup, c'est vraiment le... Et du coup, c'était le film d'ouverture. Pour le coup, je tiens à le préciser, le film d'ouverture du festival. C'est un film pour ados. Ça retranscrit vraiment l'American Way of Living des ados aux États-Unis, avec le cliché de la nana vierge qui attend de coucher avec son mec. Ça existe, hein. Le mec qui est le champion de foot de l'école, qui a 2 de QI. La meilleure copine qui est nerd et dont tout le monde se moque parce que justement elle s'intéresse à tout sauf au cul. C'est rempli de clichés. Oui, je pense que ça peut être intéressant. Ça va plaire plutôt à une génération, à notre petite génération actuelle de jeunes qui sont friands de choses plutôt simplistes et sympathiques. Et je vais bientôt finir après avoir parlé de The Room, parce qu'il y a The Room aussi que j'ai vu qui était pas mal aussi. C'est une production franco-belge avec Olga, notre amie Olga Kurienko, que Renaud doit aimer, je pense. La sémillante Olga, qui a été remarquée notamment dans Hitman, il me semble. Voilà, Hitman de sinistre mémoire. Mais bon, passons. Donc là, c'est un couple en fait d'artistes. La nana est traductrice et le mec est musicien, il me semble. Oui, de mémoire. Et ils achètent une maison pour du coup chercher à changer de vie, de passer de la métropole un peu angoissante à la vie plutôt calme. Et c'est une maison plutôt ancienne, il la retape et il découvre une pièce. Il découvre une pièce qui arrive à réaliser tous leurs vœux. C'est une pièce que tu lances ? Non, c'est une pièce que tu visites. Voilà, avec la forêt, l'agence, merci beaucoup. Donc c'est une pièce, quand on rentre dans cette pièce, on fait un vœu et le vœu se réalise. Donc évidemment, le mari en fait qui est artiste, peintre du coup pour la suite, se retrouve à posséder toutes les peintures possibles et imaginables, argent et compagnie, jusqu'au jour où ils font un vœu, que je ne dévoilerai pas, qui va totalement changer le cours de l'histoire. C'est vraiment bien. Moi j'ai bien aimé, ça reste plutôt correct, c'est une sorte d'épisode bien ficelé de la 4ème dimension, et Bruno me corrigera peut-être, il me semble qu'il y a un épisode de la 4ème dimension avec une histoire de coffre, je crois, où il y a un gars qui, chaque fois qu'il cherche un truc dans le coffre, trouve ce qu'il souhaite. Je crois que c'est qui s'appelle Make-A-Wish ou un truc comme ça, je sais plus. Je crois que c'est un Make-A-Wish, épisode en noir et blanc. Donc pour moi ça me faisait rappeler ça en fait, c'est pour ça que j'ai à chaque fois que j'ouvre le coffre de Renault... Tu trouves un triangle, des Bermudes. Et alors, les derniers films que j'ai vus, que j'ai bien aimés, c'était The Vigil. Donc, je vais demander à mon cher ami Jean-Claude de continuer le déroulé qui est juste après. Voilà. Jean-Paul, oui, Jean-Claude. Jean-Claude. Jean-Paul. Un peu, c'est bon. De Keith Thomas. Qui est un film franchement
très intéressant qui reprend en fait une légende juive qui veut que lorsqu'il y a un décès, une personne doit veiller sur le mort et on appelle ça un chômeur. Pas de blague. Merci. Donc le chômeur, pas le chômeur, doit veiller sur le cadavre et l'aider en fait à quitter son enveloppe charnelle pour aller dans l'au-delà. Et du coup, donc, une personne est embauchée pour faire ce travail. Normal, le chômeur. Voilà, tout à fait. Il est Et embauché pour cette bomber. personne en fait a une problématique, donc de confession juive, a une problématique par rapport à sa foi. Pour un concours de circonstances, il ne pratique plus et il exerce cette profession de chômeur pour se faire de l'argent, puisque c'est un temps qui est rémunéré et il est censé rester près du mort jusqu'à 5h du En même matin. temps, c'est contradictoire. Parce qu'il est embauché, il est chômeur. Oui, tout à fait. Donc nous avons une thématique les grosses têtes aujourd'hui. Voilà. Donc, C'est Pôle emploi qui l'embauche. Ah oui, Raphaël, avec l'accent, franchement. Et donc voilà, donc cette personne va passer la nuit avec le cadavre et il va se passer toute une série d'événements qui vont avoir une incidence sur son passé et sur son futur. C'est vraiment pas mal du tout, dans le sens où ça apporte un aspect culturel très pertinent. Moi j'ai trouvé ça intéressant. C'est vrai que c'est bien filmé, ça se passe sur une nuit. Au niveau du sound design c'est correct, il y a des jumpscares mais c'est amené intelligemment en fait, c'est pas à outrance où on se dit oh, bon, ça ok ça va se passer, on arrive à être surpris et pour le coup ce serait vraiment bien que ça sorte. Et je finirai avec Vivarium, voilà, donc Vivarium qui est juste là, voilà, de Lorcan Finnegan avec Imogen Poots et Jesse Eisenberg qui du coup va sortir au mois de mars, qui lui pour le coup est très intéressant. Donc du coup c'est l'histoire d'un couple qui souhaite acquérir un bien immobilier, donc ils vont visiter une agence qui leur propose de visiter une maison, type. Donc ils vont dans un parc immobilier où ça ressemble un peu à ce qu'on connaissait dans les résidences Phoenix. Donc l'agent immobilier leur fait visiter le bien et au moment où il les laisse dans le jardin, il se barre et il disparaît. Super. Donc ils vont pour partir avec leur bagnole, ils tournent, impossible de sortir, ils sont coincés au sens propre dans ce parc immobilier. Et ils sont condamnés à vivre leur vie dans cette maison. On leur apporte certaines choses, dont un enfant, et ils doivent s'en occuper. Et c'est très intéressant parce que pour le coup, c'est une critique assez acide, acerbe du fait que, au final, la finalité des gens, des couples, c'est se rencontrer, avoir un travail, acheter une maison, la payer, galérer pour avoir cet argent, avoir un enfant, le faire grandir, l'éduquer, etc. On a eu la chance, j'ai eu la chance mercredi de le revoir à une projection sur Paris où il y avait Jesse Eisenberg et le réalisateur. C'est un petit peu la vie de Renaud, ça, sauf que lui, c'est des nains de jardin que tu éduques, que tu as reçus. C'est un festival aujourd'hui, dis donc. C'est ouh là là, je vais vous raconter une blague. C'est l'histoire de Toto. Et donc moi j'ai trouvé ça très intéressant sur le fond et sur la forme, franchement. Alors ça peut décontenancer, je sais pas si ça va vraiment fonctionner chez nous. J'ai cru comprendre que pour le moment c'était en VO sous-titré, puisqu'il y a un personnage qui a un timbre de voix très 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 spécial, qu'ils ont eux-mêmes eu du mal à mixer et à créer dans sa langue d'origine. Et pour le coup il y a une question qui avait été posée sur le doublage et pour le coup là ils n'ont pas trouvé de solution pour le faire doubler par rapport à ça. Donc pour le moment ça arrive je crois en VOD le 10 mars il me semble. Est-ce qu'il y a une sortie salle, je ne sais pas, mais est-ce que le public sera réceptif à ce film? T'as pas dit que ça sortait au mois de mars? Le 10 mars en VOD. En VOD. Ah, en VOD, pas en salle. Non. Ah, d'accord. En VOD. Moi, j'ai lu VOD le 10 mars. Après, est-ce que ça va être pris pour une salle ou quoi aux caisses? Donc voilà, après, j'ai vu plein d'autres choses, hein, évidemment, mais c'est difficile de parler de tout. Par contre, est-ce qu'on va parler 5 minutes juste du jury? Parce qu'il y a quand même Asia Argento. Asia Argento, présidente. Oui. Très sympathique. J'ai eu l'occasion de la rencontrer. Oui, voilà. Elle est super. Ils sont 06? Non, ni son zéro sexe. Elle est très sympa. Elle n'est pas prise de tête du tout. Elle discute avec tout le monde. Et là, cette année, pour le coup, le jury était cool parce que ils étaient vraiment très accessibles. Que ce soit Asia Argento. Il y avait aussi Ariel Dombal. Oui, Ariel Dombal aussi, ouais. Alors, pareil. Très sympa. Ils sont 06? Non, ni son zéro sexe non plus. On va la refaire 2 fois. Christophe Gans, Christophe Gans, de toute façon, on a l'occasion de le croiser sur Paris dans des projections hautes. Il est aussi super sympa. Il y avait Monsieur Rougier,
qu'on connaît, Jean-François, Jean-François. Roger, et ça s'est mis dans de cravate. Il y avait pas mal de monde, c'était plutôt cool. Mais Bon, c'est quoi exactement l'ambiance? Parce que moi, je connais pas. Enfin, il y en a alors nombreux à pas connaître. l'ambiance L'ambiance du du festival, c'est festival. quelque chose d'assez spécial. Alors, donc on voit des films? Non. Ouais. Et avant chaque film, en fait, il y a un générique qui défile avec les figures de la Hammer. Donc il y a la momie, Ah bon ouais, il y a le loup-garou, il y a la créature de Frankenstein, il y a l'homme invisible et tout ça. Et quand Donc, il y a il y le a le loup-garou qui arrive, et ben toute la salle fait ouh, enfin fait le cri du loup-garou. Et quand il y a la créature du lagon, toute la salle fait C'est une secte ou? je sais pas. Et en fait, il y a un concours qui fait Ah que ouais. à la fin du générique, bah, donc il y a quelqu'un déjà qui fait le cri du gardien de la crypte. Alors, tout le monde applaudit. Et au fur et à mesure des années, il y a des nouvelles pseudo punchlines qui se, tu vois, et il va faire noir ou enfin, je ne comprends pas ce concept, mais ça prend. Puis Mais ça, l'ambiance en elle-même du festival. l'ambiance en elle-même est quand plutôt, même, non, l'ambiance en elle-même ouais. est plutôt sympathique, très respectueuse par contre. C'est-à-dire que vraiment, pour le coup, les gens viennent voir des films et ne viennent pas foutre le bordel. Clairement, en regardant des films, pour le coup, c'est un public très, très bien, très respectueux des œuvres, qui rigole quand il faut rire et qui sait garder quand même une certaine tenue pendant les projections. Et ça, c'est vraiment nécessaire de le préciser. Et pour le coup, là, maintenant, je vais prendre la parole pour un autre sujet. Donc déjà, je tenais à remercier Public System, bien sûr, qui organise ce festival de façon très pro et qui nous permet vraiment d'avoir une super programmation tous les ans. Mais surtout les bénévoles du festival qu'on ne félicite pas, ou pas assez, qui prennent de leur temps et qui font que le festival se passe bien. Et je tenais à laisser un message à l'équipe du casino notamment, qui m'a appris avec tristesse le décès de Fred, une des figures du casino, qui était là pendant des années. Donc Fred, écoute, de là où tu es, je te salue. Et je présente toutes mes amitiés à ta famille et tes proches. Et je dis à l'année prochaine à toute l'équipe du casino. Et puis voilà. Mais on peut toujours maintenant reprendre dans une ambiance Là, t'as cassé l'ambiance. joviale. Ah j'avais prévenu. Hein. Donc Bruno va nous parler de films sympathiques. Oui. Alors, donc, comme vous l'avez remarqué, alors qu'il devait faire son grand retour, Daniel Bouteiller n'est pas là. Mais donc, il nous a amené évidemment des Alors, affiches. pourquoi il n'est pas là, Daniel Bouteiller, au fait? Pourquoi il n'est pas là? Mais ça, on va laisser. C'est trop moche de le dire. En tout cas, il a du cheval. Il a fait caca Tomo. Et donc, il devait parler un certain nombre de films qui sont relativement connus, donc je ne développerai pas trop, mais Ouais. on les montre quand même. Donc voilà, l'édition chez Carlotta de Vampire, vous avez dit Vampire. Et on profite juste, c'est l'occasion justement en parlant de Carlotta qui a un peu maintenant une collection dédiée comme ça en steelbook, en Blu-ray de films fantastiques des années 80. Ils ont sorti Cujo ou Kuro aussi. Christine. Christine, oui bien sûr, qui a été un super best-seller avec une très belle édition. Et là, ils sortent début avril dans leur fameuse collection collector, mais aussi en édition normale, un film très attendu, Phase 4. un grand classique de la SF, Phase 4. Qui va, c'était pas trop sûr au départ, mais finalement ils ont réussi à inclure tous les bonus qu'on attendait pour le film, c'est-à-dire tous les courts-métrages de Saul Bass Ah ouais. et la fameuse fin alternative du film qui a été, bien. pour l'instant on l'a trouvé plus ou moins sur YouTube en mauvaise qualité, mais elle n'était jamais apparue sur aucune édition du film. Et ça, c'est un grand film des 70s de SF. L'unique dur et film dur. de Saul Bass. L'unique long métrage de Saul Bass, il a fait pas mal de courts métrages et énormément de génériques très Ouais. connus aussi. Voilà, donc ça c'est pour Carlotta. Et puis là il y avait Rimini donc, qui a lancé il y a quelques mois maintenant une collection un peu dédiée dans le même esprit de classiques du fantastique, principalement des slashers, mais là en l'occurrence ces deux-là c'est pas le cas. Il y a un titre par mois. Donc le dernier en date, c'est quoi? Ça, c'est l'année dernière, ça déjà. Ouais. Trauma, c'est très très bien. Hein. Ça c'est plus tard. C'est Donc le dernier. Ah bah oui, il y a aussi des films australiens dans cette collection. Donc les deux derniers, c'est Harlequin et ce mois-ci Patrick. Et ensuite il y aura Hell Night, pareil un film américain des années 80 avec Linda Blair, et Incubus qui est excellent des années 80 aussi. Donc des super éditions en combo Blu-ray DVD avec quand c'est possible les bonus qu'il y avait sur les éditions américaines. Donc c'est l'un comme l'autre de ces éditeurs, et d'autres le font très bien aussi, ont des collections thématiques comme ça et cycliques qui sortent généralement une fois par mois.
Et voilà, et Daniel aurait dû nous parler de tout ça, s'il en a un vague souvenir. Alors, juste sur Mais- Trauma, Oui, parce que ça me tient à cœur. Donc, Mhm. Trauma, c'est 76 de Ouais, mémoire. ouais. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est tiré d'un roman, donc qui était sorti un petit peu plus avant. Mhm. Et quand vous regardez bien, il y a beaucoup de thématiques qui sont similaires à Shining, à la fois le roman et surtout le film. Et il y a quelques points communs qui sont quand même assez troublants, sauf que c'était avant. C'était avant. bah oui, d'ailleurs, le roman qui est très bien et le film est assez fidèle, ça s'appelait Notre Vénéré Chéri, c'est ça, Oui. hein. Ça a été écrit avant Shining, ça. Oui. Oui, voilà, c'est ce que tu disais. Tout à fait, Shining, c'est 77. Bah, Shining, déjà dans La Malédiction, il y a déjà des scènes très troublantes. La scène du tricycle qui a été reprise dans Shining. Oui, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir. D'accord. Très troublant. Le mec tourne en rond. pendant, Bruno, tu continues. Bah non, je donne la parole à Laurent et je finirai. D'accord. Ensuite. Alors, Laurent. d'accord, ok. Alors, ça tombe bien. Tu l'avais pris. Oui, non, pas du tout. Mais en fait, donc. Tu vas nous parler d'un ours bleu, c'est ça? Non, pas du. J'ai pas d'histoire drôle à raconter, désolé. D'accord. Donc, en fait, j'ai parlé d'un bouquin qui a été écrit par Luigi Cozzi sur les 4 mouches de velours gris, donc le film d'Argento. Et alors, pourquoi ce bouquin est très intéressant? C'est-à-dire qu'en fait, Luigi nous parle de son expérience avec Dario Argento, puisqu'il a participé au script du film. Alors, le film, donc, c'est le troisième film de la trilogie animale de Dario Argento. Donc, au départ, il y a eu L'oiseau au plumage de cristal. Pas ça comme si je le savais pas. Le chat à 9 queues et bien sûr ces 4 mouches de velours gris. Alors la trilogie animale, sachant quand même que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Profondo Rosso, à un moment son titre provisoire c'était Le tigre aux dents de sabre. Donc ça aurait pu être, voilà, ça aurait pu être, c'est lui qui le dit, donc tout ce que je vais dire là c'est tiré de ce bouquin. Donc on est en 71, donc ça va sortir Les 4 mouches de velours gris. En 71, le giallo envahit les écrans. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr Fulci avec Son venin de la peur, ou Les salopes vont en enfer, pour Renaud. Il y a aussi notre ami Martino qui est fasciné par l'étrange vice de Madame Ward, et qui en profite aussi pour sortir sa queue du scorpion. Et donc, il y a aussi d'autres titres que j'aime beaucoup, j'affectionne énormément, qui sont un petit peu moins bons, mais enfin, voilà, c'est comme, par exemple, Di Leo avec sa clinique sanglante, qui est très très attachant. Et il y a surtout en 71 un des giallo que personnellement je préfère en termes d'esthétisme, qui est de Luigi Bazzoni, qui est Journée noire pour un bélier. Franchement, après Argento, c'est pour moi le top du giallo. Quant à Mario Bava, lui, le giallo ça intéressait quasiment plus. Il était déjà en 71 avec La Baie sanglante et il nous inventait le slasher. Alors, Luigi et Dario, ils se sont rencontrés, l'un avait 24 ans, Luigi, Dario en avait 30, et ils se sont rencontrés parce que Luigi était journaliste à la base, et c'était le premier à avoir interviewé Dario Argento par rapport à son film. Et donc, à partir de là, ils ont eu une discussion, ils ont vu qu'ils avaient quelques points communs, et c'est là que cette amitié a eu lieu. Donc, le premier film, 69, c'était L'oiseau au plumage de cristal, qui était donc un produit par la société de distribution Titanus. Pardon ? Titanus, la distribution, et qui, d'après Luigi, n'a pas finalement connu un très grand succès en Italie, mais plutôt à l'international, et notamment aux US. Et c'est pour ça que le second film après, donc L'oiseau au plumage de cristal, a eu... les 4... oh là là, putain, c'est les cheveux. Non, le chat à 9 queues. Le chat à 9 queues. Le Titanus. C'est pour ça que, voilà, c'est le Titanus qui m'a troublé, excusez-moi. Le chat à 9 queues a eu donc... Ça devient grave là. Quelque part, une distribution aussi internationale, avec Karl Malden au niveau américain. Et voilà, sauf que Titanus, donc, qui était dirigé par Lombardo, n'a pas du tout aimé le film. Et en fait, il a dit qu'il ne voulait pas le sortir, et il y a eu un conflit entre Dario et Salvatore. Salvatore, donc Dario, c'est le père de Dario, avec Lombardo, qui fait que le prochain film, qui était donc Ces 4 mouches, finalement, ils n'ont pas voulu le faire distribuer par Titanus. Et c'est pour ça qu'ils se sont tournés vers la Paramount et vers aussi une société française qui est donc Marianne Productions. Et c'est pour ça que vous avez là aussi un casting assez éclectique et la présence de Jean-Pierre Marielle, on en viendra un petit peu plus tard sur le truc. Donc Luigi nous raconte un petit peu la méthode de travail par rapport au script et il nous dit voilà, normalement un script c'est une intrigue, vous avez
2-3 pages sur un sujet, voilà, vous avez un petit peu comment ça va se passer sur 2-3 pages. Après, vous le développez sur 50-60 pages pour finalement arriver à un scénario de 120 pages qui correspond à 2 heures de film. Sauf que là, en fait, ils ont fait tout à la va comme je te pousse, c'est-à-dire que Dario, en fait, au départ, il avait un titre, 4 mouches de velours gris, il avait une scène initiale, et il va voir Luigi, il dit écoute, moi j'ai ça, avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors la scène initiale, c'est là où c'est intéressant, c'est que Dario avait en tête de faire un film qui commencerait par une scène où c'était un groupe de rock qui jouerait dans un théâtre, et là d'un seul coup, un spectateur, un petit peu médium, aurait eu la vision d'un meurtre qui allait se produire quelques temps après. Mais ce qui embêtait Dario, c'est qu'il voulait faire quelque chose, un gialli, qui soit absolument pas fantastique, et là, cet élément fantastique avec le médium le dérangeait. Et finalement, ils ont mis ça de côté. Alors, ça sera repris après dans Profondo Rosso, puisque c'est un petit peu la même chose. Et ils sont partis sur la scène qu'on connaît, on va dire, classique, c'est-à-dire un batteur de rock, notre ami voilà, Roberto, qui est... voilà. Ah, je l'ai dit pour Martino. Très bien. Qui est donc le personnage principal, qui est batteur de rock, qui voit qu'il est poursuivi ou espionné par un étrange individu. Un jour, il va le suivre, un petit peu excédé, se retrouver dans un théâtre, et là, malencontreusement, il va le tuer, et il va être pris en photo, il va y avoir un témoin qui, derrière, va le faire chanter. C'est un petit peu l'intrigue de départ. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que, quelque part, vous avez Luigi et Dario, et ça va être des émulations, des échanges d'idées, des choses où ça va être construit petit à petit. C'est-à-dire que, par exemple, la première scène, si on se souvient bien, il y a, donc dans ce pré-générique, il y a le moustique. Le moustique qui va être écrasé par les cymbales du batteur. En fait, ça, c'est c'est inspiré d'un roman de Raymond Chandler qui s'appelle La Petite Sœur en 1949, où, avec Philippe Marlowe, le détective, le premier chapitre, il est dans son bureau, il y a une mouche qui l'énerve, et en fait, à la fin du chapitre, il tue la mouche. Et ça, c'est ce qui avait inspiré Luigi par rapport à cette première scène. Ensuite, il y a par exemple le personnage de Diomède, ou de Dieu, qui est interprété par Bud Spencer. Bud Spencer, il avait rencontré Dario Argento sur un tournage, c'est lié d'amitié, il lui a dit tiens, si tu pouvais faire une petite pige dans mon film, ça serait bien. Finalement, ça durait que 2 jours, parce que sinon le budget aurait explosé. Donc par pure amitié, Bud l'a fait. Et en fait, ce personnage-là, c'est inspiré d'un roman de Frédéric Braun qui s'appelle La Belle et la Bête, qui avait aussi d'ailleurs servi de départ pour l'oiseau au plumage de cristal. Oh, pardon, excusez-moi. Ensuite, il y a la scène, par exemple, où vous avez la domestique qui va appeler le maître chanteur, et on voit à ce moment-là la communication téléphonique qui passe à travers les câbles. Là, Luigi nous dit ça, en fait, j'ai pompé ça sur Truffaut, sur Baiser volé, avec la scène du pneumatique, en fait, du message qui passe au niveau des câbles pneumatiques. Ensuite, vous avez la scène du parc, avec cette fameuse domestique qui va se retrouver emprisonnée dans ce parc avec une ellipse absolument fabuleuse, puisque ça passe jour-nuit, très très rapidement. Et ça, c'est un bouquin qu'avait donné Argento à Luigi en disant « Inspire-toi de ça ». C'est un bouquin qui m'a fait absolument flipper, qui s'appelle Alibi Noir de William Irish, sorti en 1942. Et il dit voilà. Et dans ce livre, en fait, il y avait une scène où il y avait une veuve qui allait au cimetière pour l'enterrement de son mari et qui d'un seul coup se laisse enfermer dans le cimetière et se rend compte qu'elle n'est plus seule et qu'elle devient une proie. Il y a quelqu'un qui l'observe. Alors, quand on revoit le film d'Argento, moi, ça m'a fait penser à autre chose aussi. Cette scène où quelque part, la domestique est enfermée dans le parc, ça m'a fait penser à un film, je crois de mémoire, ça doit être L'Homme Léopard, où ils sont enfermés aussi dans un cimetière, et voilà, parce qu'il y a quelqu'un à l'extérieur, ils appellent au secours à l'extérieur, et finalement, voilà. Donc il y a quand même beaucoup de petites inspirations à droite à gauche. Le personnage de Jean-Pierre Mariel, dont on discutait, le privé qui n'a jamais résolu aucune énigme. Ah, mon petit... C'est ça. En fait, c'est inspiré d'un roman de Robert Sheckley qui s'appelle Échange standard, qui est donc sorti en 65, où il y avait justement un personnage, un privé. Alors c'est plutôt un truc dans un roman d'anticipation où il y avait un privé qui ne résolvait aucune énigme. Alors pourquoi il y a eu cet emprunt ? Parce que avec le dénommé Robert, notre ami
encore une fois, Luigi a eu beaucoup de Luigi, ça passe, ce sont notre ami. tous mes amis. Il a eu donc une correspondance avec cet écrivain, et cet écrivain, dans un de ses romans, a prénommé un de ses personnages Luigi. Donc, c'était une sorte de « je te renvoie à l'ascenseur », c'est des private jokes, voilà. Ensuite, parce que si vous regardez bien, je vous ai dit donc que Luigi Cozzi était au script avec Dario Argento, mais il y a un troisième personnage. Et non, c'était pas Mario Bros, c'est Marco Foglietti qui est crédité au générique au niveau scénario. Pourquoi ? Parce que là, il y a plein d'idées, ça foisonne, mais Dario sait toujours pas qui va être le maître-chanteur, qui va tirer les ficelles de cette intrigue. Et ce scénariste Marco Foglietti, Notre ami. voilà, c'est ça, mais là j'étais un petit peu, c'est l'émotion, c'est mon côté timide, comme tout le monde sait, envoie un scénario à Dario, il dit voilà, j'aimerais bien que tu regardes ça, parce que j'aimerais bien en faire un film, que tu en fasses un film et tout ça. Dario, il lit le bouquin, il dit c'est pas terrible, franchement j'aime pas trop, mais ça perd l'hypopète, je pourrais éventuellement l'utiliser pour trouver l'identité du maître chanteur. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Je vais pas révéler parce que je vais absolument pas. Le maître chanteur est un vrai bachibouzouk par contre. C'est ça. Ça, j'ai pas pu la placer pour l'instant. Voilà. Donc, il a quand même la résolution. Mais derrière tout ça, parce que c'est un vrai bordel, on est d'accord, c'est au jour le jour, ils savent pas où ils vont. Et le truc, c'est, mais pourquoi ? Comment finir ? Comment trouver l'identité du maître chanteur ? Et 4 mouches de velours gris, on sait toujours pas ce que ça vient faire dans le film. Et alors là, il y a Luigi qui lit dans une revue ce qu'on appelle qui était en vogue dans les années 70, l'optogramme. Alors, l'optogramme, C'est que ça. c'est quoi ? C'est en fait l'idée que la rétine va imprimer ta dernière vision avant de mourir. D'accord ? Ok. C'est comme ça, et qu'il y aura une machine, voilà. Et donc il lit que finalement la police allemande travaille là-dessus, et se dit voilà, finalement ce sera pas du fantastique parce que ça va être réel, ça va vraiment exister. Bon, ça n'existera pas, et donc finalement il y aura bien un élément fantastique dans le film, parce que la différence des autres films d'Argento, celui-là, on ne peut pas trouver l'identité du maître chanteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indices comme de séquences récurrentes qui viennent en disant voilà, c'est comme ça, ah oui tiens finalement, alors la seule séquence qui revient de façon récurrente, c'est la séquence de décapitation, du rêve de la décapitation, qui en fait ne va absolument pas être quelque chose qui va amener l'identité du tueur, mais qui va en fait, c'est une sorte de prémonition sur ce que va être la fin. Et donc là, avec cet optogramme, ils se disent ah voilà, c'est ça comme ça qu'on va avoir l'identité du maître chanteur. Et là, il y a Dario qui dit idée géniale, la dernière vision, ça sera 4 mouches de velours gris. Et il dit à Luigi, maintenant tu te démerdes avec ça et tu vas essayer de me refaire le lien. Luigi est parfaitement arrivé, il a trouvé une idée absolument géniale, on va dire, parce que c'est quand même pas évident, pour que finalement le tout forme quelque chose de cohérent. Ensuite, pour la dernière petite anecdote, parce que le temps passe et je n'ai aussi que 10 minutes, c'est sur l'accident, sur une des scènes finales. Une des scènes finales qui était très très compliquée à tourner, parce que en fait, Dario se dit, voilà, il y a un moment, il y a un débris de verre, il y a le verre qui va se casser, il y a un verre qui va se casser, un pare-brise qui va se casser, et là, il lui faut une caméra qui soit totalement différente. C'est-à-dire qu'une caméra qui va filmer beaucoup plus d'images que les caméras courantes. C'est-à-dire, on va passer de 150 à 3000, c'est-à-dire 20 fois plus. Là, ils trouvent cette caméra dans une université, tout ça. Ils font des premiers tests, ça marche à peu près correctement. Ils font éclater une bouteille en verre, et là, c'est quelque chose de fabuleux. Et quand ils essayent de reproduire ça sur le tournage, ça foire. Ça foire pour 2 raisons. La première, c'est que sur cette scène, c'est une voiture qui va encastrer un camion. Sauf que quand on met la caméra dans la voiture bouge, encasse le camion, la caméra n'aime pas bouger. Donc en fait, la voiture va rester immobile, c'est le camion qui va reculer. Illusion d'optique. Deuxième chose, tout ce qu'ils avaient fait auparavant, c'était sur des films noir et blanc. Donc la taille de la pellicule n'était pas exactement la même, ce qui fait que ça marchait parfaitement. Et dès l'instant qu'ils sont passés en couleur, là, commençaient à avoir des tressaillements et tout ça. Et donc ils ont compris, ils ont adapté la longueur du film pour que ça marche. Et finalement, ils ont tourné la scène. C'est plutôt très impressionnant. Petit détail quand même, si vous regardez le film, vous verrez que vous avez une petite bande noire
sur cette scène, celle-là. Pourquoi ? Parce que la caméra, au lieu d'utiliser une lentille, utilise un prisme. Prisme qui décompose la lumière, enfin bon, Pink Floyd, enfin bon, ok. Hein, vous avez tous suivi. Yes. Et donc, ils ont quand même vu qu'il y avait cette bande noire et ils se sont dit, bon, le résultat est tellement bon que finalement, on va quand même garder cette bande noire à l'écran. C'est pas grave, tout le monde va regarder le pare-brise qui va se décomposer plutôt que la bande noire. Effectivement, c'est franchement réussi. Donc, pour conclure, finalement, on se rend compte que ce film est un vrai bordel, mais un vrai bordel organisé, puisqu'il a été monté petit à petit. On est quelque part dans un cinéma qui est un petit peu plus expérimental de la part d'Argento, qui va d'une certaine façon, annoncer aussi ce qu'il fera plus tard avec Suspiria, dans le côté un peu plus expérimental. Donc c'est chaotique, déstructuré, mais c'est hyper riche. Et finalement, dans cette trilogie animale, c'est celui qui a vraiment quelque chose de particulier. C'est qui déjà la musique Alors, et la musique. Alors, on va revenir sur la musique parce qu'au départ, ça aurait dû être le choix de Dario Argento, c'était Deep Purple. Ah ouais. Il faut le savoir. Et oui, parce que Yes, c'était pas possible. Mais, on voit Yes d'ailleurs, je signale quand même, dans la séquence du générique, celle du disquaire, vous voyez l'album de Yes, 71, Yes Album. Voilà. Et donc, ça aurait dû être Deep Purple. Et ça peut être fait pour deux raisons. Une qui a été donnée par Luigi et une qui est donnée par Argento. La raison donnée par Luigi est de dire que c'est un film international et que il y avait déjà beaucoup trop de Français et d'étrangers au niveau du casting dans tous les postes et qu'il fallait absolument un Italien. Et qu'à ce moment-là, il y avait de mémoire, ça va être la monteuse Françoise Bonneau, non, je dis pas... Tu sais pas, d'accord. Enfin, il y avait un moment, quelque chose... Il y avait un des deux au niveau de la balance à choisir. Et ils se sont dit, alors ça, celle-là, on doit la garder, c'est obligatoire. La musique, on peut peut-être trouver une autre solution. Et il faut se rabattre sur un Italien. Et l'Italien, ça sera Morricone, qui donnera pas une partition... Bon, elle est sympa, mais sans plus. Personnellement. Avec Ennio Morricone, avec Dario Argento, pour lui, c'était vraiment une occasion de créer de la musique expérimentale. Morricone, on le connaît pour ses grands thèmes, Sergio Leone, j'en passe, voilà. Mais Morricone, ce qui l'intéressait à l'époque et ce qui l'intéresse toujours, c'est vraiment la musique expérimentale, musique concrète, musique contemporaine. C'est vraiment là où il estime avoir le plus de créativité. Et donc à l'époque, il expérimentait beaucoup dans les dissonances. D'ailleurs, il avait son ensemble expérimental Nuova Consonanza. Inutile de vous dire que c'est quasiment inécoutable, ou alors vraiment pour des oreilles extrêmement averti, et donc je crois pour 4 mouches de velours gris, c'est un peu une espèce de jazz mais complètement déstructuré, vraiment pourri de l'intérieur, pas pour dire que c'est pas bien, mais pour dire qu'il va vraiment Morricone, c'est quelqu'un qui aime bien corrompre les genres musicaux en faisant des dissonances dans tous les sens, etc. Et ce qu'il a fait avec les trois Argento dont on parle, les trois Giallo en fait, hein. Parce qu'à part la musique de générique, le thème principal qui est vraiment identifiable et très sympa, tout le reste c'est totalement ce qu'il a fait sur les Giallo. Par contraste, il amenait toujours un ou deux parfois thèmes lyriques vraiment très très beaux, même parmi ses plus beaux thèmes. C'était pour des Gialli, mais pour le reste de la partition, là, on est vraiment... Et d'ailleurs, Argento n'a pas été très satisfait de la BO, et ils sont un petit peu froissés, et ils ont pu retravailler ensemble jusqu'à, ça va être le syndrome de Stendhal. Ouais, syndrome de Stendhal, ouais. De mémoire. Sachant aussi qu'on a deux égos bien dimensionnés. Côté Argento comme Morricone, je pense que la bataille d'égos, voilà. Voilà donc ce que j'avais à dire. Alors si, parce que ça c'est juste pour la petite anecdote, la petite touche un petit peu Paris Hilton, la tante, et voilà. Et donc au casting, il y a Francine Rassette, adorable, délicieuse, qui avait une scène... non, t'aimes pas ? Avec une scène qui est un petit peu gênée pour la scène de nu dans la baignoire, la scène érotique. Et donc pour l'anecdote, c'est la femme de Donald Sutherland. Ah oui, c'est intéressant. Ça. Voilà, c'était... La baignoire ? Non, la baignoire n'est pas la femme de Donald Sutherland. Est-ce qu'il parle, Cozy, dans le livre que j'ai pas lu, moi, de la distribution et du fait que finalement le film est peu sorti, a été invisible pendant des années ? Alors, dedans,
pas trop. En fait, c'est pour ça qu'il l'appelle quand même Lost Giallo Masterpiece. Ça, il en parle énormément dans les bonus qu'il y a sur le Blu-ray qui est sorti en France. Et après, ça s'est pas forcément développé là-dedans. Là-dedans, il est vraiment sur... donc, parce que c'est quand même assez conséquent. Donc, en fait, c'est parce que vous avez le script, vous avez les dialogues, vous avez tout. Et après, il y a effectivement comment il a construit le script, les anecdotes, les tournages avec Dario. Et puis, c'est ce qui est quand même le plus intéressant. Très bien. Bruno? Oui. Alors Oui. moi je voulais parler de la Hammer. C'est ce Ah qu'on aurait bon. pu faire. Bah oui. C'est original, J'ai ça. jamais fait ça, je crois. Hein. C'est Si, Hammer j'ai déjà fait. Non, C'est pas pas. c'est pas le même. Parce que Daniel aurait pu le faire, parce que comme moi, il est fan de la Hammer. Donc la Hammer, bah, c'est un C'est qui ça, studio- Daniel? Daniel l'absent, pour des raisons Je qu'on connais n'a pas. toujours pas dévoilées. Daniel. En fait, la Hammer, c'est un studio anglais que tout le monde connaît forcément, qui de la fin, enfin qui existait avant, mais qui s'est vraiment fait connaître en reprenant tous les grands thèmes du fantastique. Celui-là marche mieux. Alors, oui, il marche mieux. Ah non, je peux pas parler aussi fort que toi, hein, ça c'est pas possible. Et donc qui à partir de la fin des années 50 jusqu'à la fin des années 60, donc une dizaine d'années, a produit des tas de films fantastiques reprenant les grands thèmes, donc Dracula, Frankenstein, la momie, Loup-garou, etc. Et puis plein d'autres choses, mais principalement ceux-là. Et donc représentait vraiment l'âge d'or du cinéma fantastique anglais avec l'arrivée de la couleur à la fin des années 50. Et voilà. Et là, en fait, ces deux-là, ils marquent le début de la fin, on pourrait dire. Le début d'une autre ère pour la Hammer, parce que c'était quand même à l'origine un petit studio anglais et qui fonctionnait principalement de manière un peu artisanale et avec toujours les mêmes équipes, des gens extrêmement talentueux, que ce soit la musique et la mise en scène, les acteurs Peter Cushing et Christopher Lee, qui maintenant sont plus que connus pour les rôles de cette époque, et fonctionnait donc aussi avec la distribution sur le territoire américain, et donc avec des financements, des cofinancements et des contrats de distribution avec les majors américaines. Toutes les majors américaines ont distribué à un moment donné des films de la Hammer, soit la Universal, la Warner, la Columbia ou la Fox. Et là, on est en 1970 et le cinéma gothique, les films en costume, après le passage d'un film qui a un peu marqué un changement, c'est La Nuit des Morts Vivants de Romero, et puis après dans les années 70, toutes sortes d'autres films. Ce genre de film, ça branche plus trop les producteurs, ça branche plus trop les Américains, et donc ils perdent ce système de distribution important où les films étaient souvent exploités, comme vous le voyez là derrière pour ces deux-là, et pour plein d'autres en double programme en fait. C'était pas le cas en première exploitation en France, mais aux États-Unis ou en Angleterre, les films sortaient comme ça. Voilà. Étaient souvent tournés, et c'est le cas de ces deux-là aussi, dans les mêmes décors, à peu près avec les mêmes équipes, et juste l'un derrière l'autre, et sortaient en double programme. Donc là, on est en 70. Alors donc le changement, c'est ce problème de distribution. Donc les budgets qui n'étaient pas énormes, là baissent encore plus. Là, pour ces deux-là, chacun avait un budget de 200 000 livres, ce qui est, pour un film en costume et ce genre de film, et avec quelques acteurs connus, un petit budget, avec des tournages de 3 semaines en général. Et plus de distributeurs ni de coproducteurs pour les États-Unis. Là, c'est EMI, qui est une boîte anglaise assez connue, qui a produit ces deux films à l'époque. L'autre changement, c'est justement cet essoufflement de personnages emblématiques comme Dracula ou Frankenstein, où on a l'impression d'avoir déjà tout dit. Et le producteur à l'époque, Michael Carreras, s'est entêté à vouloir refaire la même chose, et ce qui n'était pas une très bonne idée commerciale. Donc ça a donné ces deux films, qui sont un peu le début. Bon, il y a encore eu, jusqu'à l'arrêt de la Hammer dans la fin des années 70, mais finalement au milieu des années 70, il y a encore eu quelques bons films, mais pas de grands succès, pas de films porteurs et incomparables avec ce qu'ils avaient connu dans les années 60. Donc là, il a fait, il produit donc ce Cicatrice de Dracula, pour le Dracula,
et les horreurs de Frankenstein pour le Frankenstein, avec l'idée de conserver finalement ce qui avait fait le succès du studio, tout en sachant que ça serait probablement pas le cas pour ces deux-là, et en écrivant des scripts à l'origine qui n'incluaient plus pour Dracula Christopher Lee dans le rôle de Dracula et Peter Cushing dans le rôle du Dr Frankenstein pour Frankenstein. Parce que ces deux séries, entre guillemets, ça a toujours été en continuité, chaque film étant la suite du précédent, alors que là on oublie tout. Ça reste du gothique classique, mais il n'y a plus du tout de continuité qu'ils vont retrouver après. C'est vraiment deux films totalement à part, quoi. Alors le Dracula est assez classique, relativement bien considéré contrairement à l'autre, même si moi je préfère l'autre, je vous dirai pourquoi après. Christopher Lee joue finalement quand même le rôle, alors que le rôle n'avait pas du tout été écrit pour lui, d'où l'absence de continuité avec les autres. Parce que finalement, un peu par ego, quand il a vu qu'on allait faire un Dracula sans lui, alors qu'il n'avait pas très envie, en étant payé un peu plus, il a quand même au dernier moment accepté, et donc il prend le rôle. Et il a, dans ce film-là, un peu plus de dialogue que d'habitude, parce que ce qui le gênait le plus, en dehors du fait qu'on voyait Christopher Lee comme Dracula à cette époque, c'était d'avoir très peu de dialogue. Mais là, il en a un peu plus, même si le personnage est parfois un peu ridicule, quoi. Et puis la grosse particularité aussi, c'est que c'est le plus violent des Dracula et un des plus violents et des plus sanglants de la Hammer, parce qu'à l'époque, déjà c'est quand même aussi l'époque qui veut que ça se libère à pas mal de niveaux, au niveau de la représentation de la sexualité dans les films, mais au niveau de la violence aussi, c'est que le système de censure très important en Angleterre, et tous les films de la Hammer étaient classés X. Et un film classé X était interdit au moins de 16 ans. Et à cette époque, il y a eu pas mal de changements dans la classification, et les films classés X ont été interdits moins de 18 ans. Ce qui est assez illogique, mais c'était comme ça. Ce qui permettait de faire des films plus violents. Donc là, par exemple, le personnage de Dracula est un peu ouvertement et un peu trop sadique. Il torture son serviteur, il tue la femme vampire qui lui a désobéi en la poignardant une dizaine de fois, alors qu'une fois aurait suffi, et ensuite en suçant le sang sur son corps. Mais cette scène n'est quand même pas, d'ailleurs, dans aucun des montages que la censure n'a pas voulu. Parce que oui, c'est ça, le système anglais a toujours voulu ça, et encore plus avec les films de la Hammer, parce qu'ils détestaient les films de la Hammer qui avaient du succès, mais qui étaient des films d'horreur, et ça leur déplaisait. Chaque film, le script complet devait être présenté, tous les premiers rushs noir et blanc au comité, et c'est eux qui décidaient, ça vous pouvez l'inclure, ça vous pouvez le tourner ou non, etc. Et c'est arrivé pour des tas de scènes qui auraient dû être incluses et qui ne l'ont jamais été. On était où ? Oui, le Dracula, donc, qui est particulièrement violent. Alors, c'est pas un grand film, c'est quand même réalisé par Howard Baker. Et il y a quand même James Bernard à la musique, qui était le grand compositeur de tous les grands Hammer de la fin des années 50, début 60. Donc ça a quand même une certaine classe, même si au niveau des corps et au niveau intrigue c'est moyen. Il y a quand même une scène particulièrement violente, une de plus, qui est super bien vue. C'est que quand les villageois essaient de détruire le château au début, tous les hommes partent pour détruire le château, et les femmes restent enfermées dans l'église. Donc on suppose évidemment qu'elles sont protégées à cet endroit-là, parce qu'un vampire ne peut pas rentrer dans une église. Mais la ruse, c'est que Dracula, qui ne sort jamais, lui, de son château, commande aux chauves-souris, qui, elles, peuvent rentrer dans une église. Ah, c'est pratique, et ça. voilà. Et donc tue toutes les femmes qui s'étaient réfugiées dans l'église, que tous les maris et autres membres de la famille vont découvrir en revenant au village. Voilà. Et la scène n'est pas tournée, parce que ils avaient l'idée de le faire, mais toujours pareil, problème de ça budget. n'a pas été tourné, ça. Non. Mais par contre, il y a le résultat. Ça me disait rien, je pense. Et par contre, il y a le résultat quand ils rentrent dans l'église, et à ce moment-là, on ne s'y attend pas du tout. Il y a des cadavres partout, les yeux arrachés, etc. Et c'est quand même particulièrement violent pour un film de la Hammer. Voilà pour le Dracula. Et alors, le Frankenstein, c'est encore autre chose. Cette fois, il n'y a réellement pas Cushing. C'est qui joue d'habitude génialement le baron Frankenstein. Et là, c'est un acteur beaucoup plus jeune qui s'appelle Ralph Bates et qui est excellent, qui avait déjà joué quelques années avant
quelques mois avant même, dans Une messe pour Dracula, un second rôle, mais un rôle important, et qui jouera le Dr Jekyll 2 ans plus tard dans Dr Jekyll et Sister Hyde. Alors, les horreurs de Frankenstein, à l'origine, ça avait été écrit il y a longtemps, ça s'appelait simplement Frankenstein, c'était toujours dans cette idée de faire quelque chose qui n'est pas en continuité avec tous les autres films précédents et pas les suivants non plus. C'est un remake du premier Frankenstein de la Hammer, celui de 57, Curse of Frankenstein, donc Frankenstein s'est échappé. Et là, il n'y avait pas de réalisateur attitré, il ne savait pas vraiment ce qu'il voulait faire, puis faire vraiment un remake fidèle en 1970, ça n'avait pas vraiment de sens. Donc ils ont fait appel à Jimmy Sangster. Jimmy Sangster qui était le scénariste, lui, de tous les... Pourquoi tu rigoles ? Non, je souris, okay. c'est tout. Et le scénariste de tous les grands films de la Hammer, tous les grands classiques, Cauchemar Dracula, Frankenstein s'est échappé, etc., c'était lui. Il était parti entre-temps aux États-Unis. Il était parti entre-temps aux États-Unis comme scénariste. Et puis là, voilà, ils lui ont proposé d'être le scénariste de ce film, parce que le scénario n'avait pas grand intérêt pour lui insuffler quelque chose de différent. Il a refusé. Ils lui ont proposé d'être scénariste et de le produire. Il a toujours refusé. Et finalement, pour le convaincre définitivement, ils lui ont proposé de le réaliser. Et donc là, il a les 3 postes. Et donc il est venu le faire et apparemment tout s'est très bien passé. Et il en a fait une espèce de... Et c'est pour ça que le film est assez incompris. Et comme film fantastique horrifique à l'époque n'a pas du tout fonctionné, c'est qu'en fait c'est une grosse satire et c'est une grosse comédie qui ne fait que détourner tout ce qui était sérieux dans l'original sans être une pure comédie. Mais tout est détourné, quoi. Et avec un certain mauvais esprit... Et les dialogues du baron, enfin, tout est absolument génial et en fait ça mérite largement d'être découvert, je trouve. Là, c'est des éditions allemandes. Alors ça, ouais, c'est donc en France, on avait eu les cicatrices de Dracula qui était sorti en DVD il y a longtemps, c'est épuisé, mais ça se trouve encore sorti en DVD dans la collection Cinéma de quartier de l'Empire Lyonnais. Horror Frankenstein, celui-là, il est invisible en France depuis bien longtemps. Et là, il s'est ressorti il n'y a pas très longtemps aux États-Unis, en Angleterre et en Allemagne, ces éditions-là. Mais en dans France, des super belles copies. Et en France, c'est Canal qui a les droits, comme dans les autres pays européens. Mais c'est pas prévu, quoi. C'est pas prévu. Non. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire sur ce Frankenstein vite fait ? La créature, qui est quand même pas ce qu'il y a de plus réussi dans le film, et pas le plus intéressant, parce que finalement... bien souvent, dans les Frankenstein, la créature est une espèce de victime, une espèce d'objet qu'utilise le baron, et le personnage principal le plus intéressant, c'est le baron, quoi. Et donc là, c'est Dave Prose qui joue le rôle. Il a un maquillage un peu bizarre, on se demande pourquoi il a cette tête alors qu'il a un corps normal. C'est un acteur ancien culturiste qui est très connu depuis, puisqu'il a joué Darth Vader dans les Star Wars. Voilà. Quoi d'autre ? Je ne sais plus ce que j'avais noté pour ça. Oui. T'as pas de lunettes, hein. Ah, bah si, mais j'ai écrit gros là. Tu vois, j'ai écrit Death Prose. J'avais un doute sur l'orthographe, mais c'est bien ça. Ah, Et là, il y a marqué quoi ? Acheter du pain à mon enfant. Comme ça, je le fais aussi, mais c'était ce matin normalement, mais là c'est raté. Hein. Je sais plus. Mais bon, en tout cas, moi j'adore le ton de ce film, quoi. C'est donné dès le départ, hein, parce que ça commence d'une manière relativement classique avec l'enfance, enfin l'adolescence, quand il est étudiant du baron, et puis ça dévie tout très rapidement. Et finalement, ce baron est encore plus psychopathe et sociopathe que Cushing l'était dans le rôle, parce que dès le début, quand il demande à son père d'aller faire des études supérieur à l'université, son père refuse et le lendemain, il s'arrange pour le tuer, quoi. Voilà. Et pendant, en fait, d'une manière ou d'une autre, il consacre toute sa vie uniquement à cette fameuse expérience de ressusciter des chairs mortes. Il tue quand même, ou fait tuer 7 personnes pendant tout le film, quoi. Donc chaque personne qui l'embête, même pour des choses relativement futiles, il l'élimine. Et il y a une fin vraiment sympa aussi, en fait, c'est relativement amoral, puisque finalement c'est un tueur, directement ou indirectement, et il s'en sort très bien à la fin, mais ça je ne vais pas le raconter. Non.
Très bien. Ok. Merci. Bah, on va se quitter là. Merci Sandrine, merci messieurs. Merci. Un petit coucou à Monsieur Bouteiller. Il l'a déjà mis. Bisous. Et Daniel, félicitations parce que tu es grand-père pour la première fois. Voilà, ouais. C'est pas pour ça qu'il est pas là. Non, il est pas là parce qu'il a du mal à faire. On a un pépé dans l'émission maintenant. On a un quoi? Un pépé dans l'émission. D'accord. On est ravis. Il va être content. Merci. Au revoir. Au revoir. Bientôt. Au revoir. Ciao.